Allez, place au débat du grand JT de CNews. Le gouvernement, décidément, est sur tous les fronts. Alors, il y a bien entendu la crise des Gilets jaunes. Et puis, il y a tout aussi inquiétant pour le gouvernement, celle des Gilets bleus. Alors, comment calmer la grogne chez les policiers, les syndicats qui ont été reçus, et cela pendant plus de 3 heures ce soir, place Beauvau, par Christophe Castaner. Et pas sûr que la prime de 300 € proposée dans l'après-midi ait changé la donne. Alors, le clash est-il inévitable? Y a-t-il un risque de contagion? On en parle tout de suite avec nos invités. Blandine Brocard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la République En Marche du Rhône. Paul Vannier, bonsoir, porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir. Et puis Franck Alizio, bonsoir. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de PACA. Alors, ils sont sortis il y a quelques instants, effectivement, les syndicats de la place Beauvau, après plus de 3 heures de discussion. Les 3 organisations représentatives ont décidé de suspendre les discussions pour les reprendre au final demain. Est-ce que le gouvernement a bien saisi la colère des policiers, d'après vous? La première des choses, c'est que nos forces de l'ordre, on leur doit énormément. Et c'est ça, je pense, qu'elles demandent. C'est vraiment cette reconnaissance. Elles sont sollicitées depuis plusieurs années, de plus en plus, en ce qui concerne les alertes attentats, les plans Vigipirate. Ces dernières semaines, avec les Gilets jaunes, policiers comme gendarmes ont été nuit et jour sur tous les terrains. Effectivement, il y a un certain nombre d'heures supplémentaires qui déjà s'accumulaient depuis des dizaines d'années, qui sont ça, ils le reconnaissent. Hein. Ça ne date pas d'il y a 18 mois, effectivement. Non, tout à fait. C'est pour ça que je dis depuis des dizaines d'années. Mais nos forces de l'ordre, on en a besoin, on les remercie, c'est vraiment des hommages qu'on leur rend régulièrement. Ça ne suffit pas, ça, on en est bien conscient. Il y a des problématiques en matière de matériel, en matière d'immobilier, qu'il s'agisse encore une fois des policiers comme des gendarmes, en matière de numérisation, effectivement de plus en plus. Et alors la prime de 300 € qui a été proposée cet après-midi, vous pensez que ça va leur suffire, de 300 € pour les policiers mobilisés? On parle de 110 à 111 000 policiers. Pour les forces de l'ordre, effectivement, mobilisés ces derniers jours du fait des actions des Gilets jaunes, j'allais dire, c'est une première pierre à l'édifice. Bien sûr que un début de négociation. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. On sait très bien que les besoins sont bien plus nombreux et qu'il faut vraiment des réformes structurelles. On va y avoir 330 millions d'euros qui vont être mis en plus dans le budget de la sécurité. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne en compte tout ce que font nos forces de l'ordre. Elles sont là pour protéger les Français. On ne peut rien faire sans. Franck Alizio, c'est un dossier explosif, ça aussi, pour le gouvernement? Oui, mais c'est un dossier explosif depuis un certain temps. On l'a vu, et vous avez eu l'honnêteté de le rappeler, on entend ici ou là la grogne des policiers, c'est parce qu'ils sont fatigués à cause des gilets jaunes. Bon, déjà, c'est les gilets jaunes, c'est plutôt les casseurs qui ennuient les policiers plus que les gilets jaunes. Puis en réalité, c'est la face émergée de l'iceberg. La police, nos forces de l'ordre, elles souffrent depuis des années des racailles de banlieue qui les harcèlent. Ils souffrent depuis des années de voir des criminels condamnés. On l'a vu malheureusement avec le terroriste à Strasbourg, condamné des dizaines de fois et ressortir sans arrêt de prison. Elle souffre de voir des frontières passoires qui fait qu'on est obligé de courir après. Est-ce qu'elle va s'entendre d'après vous avec le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va accéder à leur requête? Non, parce que je pense que, accéder à leur enquête, si c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce qu'ils réclament de l'argent concrètement et des effectifs et du matériel. Donc la principale revendication qu'ils revendiquent encore ce soir, c'est les fameuses 20 millions, 21, 22 millions voire 23, on va dire, d'heures supplémentaires. D'heures supplémentaires, exactement. Bon, c'est 275 millions d'euros. Donc, c'est 10%, je suis désolé à chaque fois de replacer ça dans le contexte, mais c'est 10% de ce qui a été donné avec la suppression de l'ISF aux plus riches. C'est 1% de ce qui va être donné. Mais bon, ça maintenant ça a été fait. C'est 1% de ce qui va être donné avec les 40 milliards d'euros qui vont être donnés uniquement sur l'année 2019 aux grandes entreprises. Bien. Est-ce que c'est trop demandé de donner 275 millions, surtout que l'État leur doit à des gens qui nous protègent, à des gens qui risquent leur vie? Est-ce que c'est pas un petit peu facile quand on est dans l'opposition de dire il faut leur donner, même s'ils le méritent, et ça je pense que tout le monde est d'accord. Mais je viens de vous prouver que le gouvernement, quand il veut décider de mettre 40 milliards d'un côté, 3 ou 4 milliards de l'autre, je veux dire, il y a mille et un exemples d'économies que je peux... Mais là c'est depuis le début de l'année, c'est 63 policiers qui
qui se sont suicidés. Il y a un véritable malaise, c'est même une détresse. Oui, mais Deux sur les 48 dernières heures. Avec vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Et vraiment de fond et structurel, c'est une partie du problème. Effectivement, on ne peut que comprendre cette lassitude, non seulement de ne pas être reconnu, et puis d'être sur le front nuit et jour. Ça a vraiment, il y a eu plus de 3 heures de discussion aujourd'hui. Vous pensez qu'on se dirige vers un clash? Je connais très bien, voilà, toutes ces problématiques des forces de l'ordre. J'essaye d'être au plus près d'eux ces dernières semaines. Mais encore une fois, le problème, en allant, j'allais dire, justement, leur témoigner déjà de mon immense reconnaissance et du fait que je les écoute, je les comprends. Et oui, il y a un problème d'heures supplémentaires non prises, non payées si on veut, mais encore une fois, là aussi, dans ce domaine aussi, c'est depuis des dizaines d'années qu'il y a voilà, un laisser-aller. Et donc structurellement, il faut... Mais je sais très bien que parfois, ils ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture. Je le sais, qu'effectivement, dans certaines casernes, c'est des... Vous êtes aux responsabilités. Paul Vanier. C'est choisi. 18 mois. Paul Vanier. C'est arbitré. Excusez-moi, en 18 mois, on ne peut pas pallier 40 ans. Visiblement, on peut donner 40 milliards aux uns et 300 millions aux autres. Paul Vanier. De votre incapacité. Moi, je crois que le gouvernement traverse une crise de légitimité et qu'il arrive là à une nouvelle étape. Un nouveau front de l'opposition est en train de s'ouvrir et la prime que propose M. Castaner est comme un affront, je crois, fait à la police. C'est une goutte d'eau pour vous? C'est un affront? C'est surtout une façon de la considérer d'un certain point de vue comme une milice privée, comme si les policiers attendaient d'être stipendiés pour avoir participé aux opérations de maintien de l'ordre face aux Gilets jaunes, car ce sont ceux-là, et uniquement ceux-là, à peu près la moitié des policiers qui recevraient cette prime dérisoire. Ce que demande le gouvernement dit qu'il fait ce qu'il peut, en gros. C'est d'abord une augmentation de leur salaire. Ce sont des fonctionnaires, les policiers et les gendarmes. Le point d'indice est gelé depuis 2010. Il l'a été sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, prolongé par M. Hollande, prolongé par M. Macron. C'est cette augmentation des salaires qu'ils demandent. Ce sont des moyens, des camions, des voitures, des armes, des gilets pare-balles qui leur permettent de faire leur métier. C'est la rénovation de leurs locaux qui sont indignes, et pour eux, et aussi pour les personnes qui sont interpellées et parfois placées en garde à vue. Mais au-delà de tout cela, la situation des policiers dans ce pays ne pourra être améliorée qu'à condition de rompre avec une doctrine de maintien de l'ordre qui aujourd'hui conduit au tout répressif. Les policiers n'ont rien à faire à poursuivre. C'est pas seulement une question de moyens. Lycéens dans tout le pays, 700 lycéens interpellés en une journée. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui la mission de la police. Et le lien entre la police et la nation, qui est un lien essentiel, ne pourra être restauré qu'à condition de rompre avec ces stratégies du pire, l'usage des flashballs, l'usage des grenades de désencerclement, qui font des blessés à la tête, des gens qui perdent leurs yeux, des gens qui perdent leurs mains. Il faut rompre avec cette politique du tout répressif. Mon voisin oublie une rupture. C'est la rupture avec 30 ans d'une idéologie gauchiste, de gauche et de l'extrême gauche, qui visait à dire que la police était l'ennemi. L'extrême gauche n'a jamais été au pouvoir. Vous racontez n'importe quoi. C'est plus votre slogan, là. Tout le monde déteste la police. Ça ne l'a jamais été. C'est le slogan de vos militants. Mais non. Tout le monde déteste la police. Enfin, c'est l'extrême gauche. Vous êtes devenus les meilleurs amis des policiers. L'extrême gauche, monsieur. Je suis à la France insoumise. Nous n'avons rien à voir avec l'extrême gauche. Elle existe. Elle s'appelle Nouveau Parti Anticapitaliste, lutte ouvrière. Respectez-la. Juste pour terminer, ce dont les policiers ont besoin surtout, c'est d'un soutien moral, d'un soutien de leur hiérarchie, d'une reconnaissance, d'une véritable présomption de légitime défense. Par exemple, ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est surtout de l'argent. C'est ça. Et on les comprend. Non, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Je vous dis, ça doit être réglé très vite parce que c'est un dû. Voilà, les heures supplémentaires, on leur doit tout simplement. Mais au-delà de ça, il y a un véritable mal-être qui ne va pas se solutionner qu'avec de l'argent. Sinon, on passe complètement à côté de la détresse de nos forces de l'ordre. C'est pas du tout ça. Cette petite musique aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une demande opportuniste de la part des forces de l'ordre? Non, les infirmières ne peuvent pas faire ça. Il y a un an, ils manifestaient. Il y a 2 ans, ils manifestaient. Rappelez-vous les manifestations de policiers il y a un an ou il y a 2 ans. Non. C'est un mal-être qui date depuis des années. Les policiers sont confrontés à la même dégradation des services publics que celle qu'on connaît dans l'éducation nationale, que celle qu'on connaît dans l'hôpital public. Les Gilets jaunes se sont mobilisés pour dénoncer. C'est ce que je vous dis, les infirmières n'ont pas de moins de pression. Mais alors, malheureusement, elles ne sont pas entendues par le gouvernement. Vous savez, des mouvements de mobilisation, de protestation, il y en a beaucoup depuis 18 mois, et tous dénoncent la baisse de la qualité du service public, la dégradation de ce service public, le fait qu'il soit difficile aujourd'hui de parvenir à trouver une école pour ses enfants car des classes ferment.
trouver une gare car on est en train de démanteler la SNCF. Et au fond, c'est une étape de plus dans ce processus qui, au fond, interroge toute une politique. C'est toute votre politique qui est... Landine Brocard. Je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, ce que vous avez dit concernant les forces de l'ordre, et ce serait du tout répressif. Alors, non, votre politique, c'est vous qui leur donnez des ordres. Ce sont des fonctionnaires. Donc ils vous obéissent à vous, c'est vous la responsable. On les admire, on les félicite. Bien sûr. Quand effectivement, à Strasbourg, elles réussissent. Tout à fait. Voilà, non seulement il y a un certain nombre d'attentats qui ont été quand même évités. Ou même sur les Champs-Élysées. On peut peut-être dire qu'elles ont sauvé la République. En revanche, dès qu'elles sont face à des lycéens qui savent très bien, qui dépassent effectivement et qui outrepassent certaines règles. Vous parlez de ceux de Mantes-la-Jolie, les 160 lycéens à genoux, les mains sur la tête, gardés pendant plusieurs minutes de façon humiliante. La deuxième chose. Vous admirez ça, madame? Est-ce que vous admirez ça? Est-ce que cette arrestation de 160 lycéens à Mantes-la-Jolie est admirable? Vous êtes député de la nation. Le fait que les infirmières qui manifestent, que les gilets jaunes manifestent, que vous avez oublié les retraités aussi qui manifestaient aujourd'hui. Bien sûr qu'ils manifestent. Et les policiers. Alors moi, je voudrais juste un peu élever le débat. Je comprends tout à fait. Que dites-vous des lycéens de Mantes-la-Jolie arrêtés? Je peux comprendre que chaque catégorie ait des revendications propres, qui sont tout à fait légitimes. Elles sont largement partagées. Mais moi, je voudrais juste vous poser une question. Effectivement, la politique qu'on mène, est-ce qu'elle doit être pour chaque catégorie, ou est-ce que, moi, je vous pose la question, est-ce que vous voulez que vos enfants paient nos renoncements? Moi, excusez-moi, je fais de la politique pour ça. J'ai 3 enfants, je veux leur laisser un pays dans 10, 20, 30 années unifié et cohérent. On peut effectivement c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, puisque vous êtes en train de financer les mesures que M. Macron a annoncées en les faisant payer par les Français. Ce sont les contribuables qui vont payer l'augmentation de la prime d'activité. Je ne suis pas d'accord sur cette lecture très syndicale, très voilà, il y a un problème d'argent, il faut le traiter, on les met en même temps que les infirmières, etc., etc. Non, on traite d'un problème régalien. Nos forces de l'ordre ont le sentiment d'être humiliées. Et à travers ça, une fois qu'on les aura aidés matériellement et moralement, il y aura tout le pan sur la justice. Si la justice ne fait pas son boulot, alors la police continuera d'être méprisée, humiliée et d'être maltraitée. C'est ça dont ils souffrent. Il faut aussi une refonte de notre politique pénale. Lorsqu'on propose de réformer toutes les peines et d'arriver à rétablir la perpétuité réelle, ça évite de retrouver les criminels dans la rue. C'est ça qui est insupportable. Est-ce qu'elle va faire parler la rue, la police? Est-ce qu'on va les retrouver dans la rue? Je souhaiterais que ça se résout le plus rapidement possible pour eux, mais le problème est très large. Donc lorsqu'on aura traité du problème des heures supplémentaires, il y aura tout le problème de notre politique de sécurité et de notre politique pénale, de rompre avec un laxisme judiciaire qui est insupportable. C'est ça qui leur est insupportable aujourd'hui. Il faut construire des prisons, il faut mettre ceux qui méritent d'être en prison en prison, il faut une perpétuité réelle, c'est tout ça. Et à partir de là, eh bien, les policiers auront le sentiment de servir à quelque chose et d'être respectés. Landine Brocard. Ah mais justement, mais alors on vient de voter. Mais attendez, vous permettez que j'aille jusqu'au bout? Parce que là, on sort des lois Dati, Taubira. Non, pas du tout. On vient de voter justement une réforme sur la justice et il est prévu que effectivement, d'ici le premier semestre, on va dire 2019, on réforme effectivement la procédure pénale avec tout ce que vous venez de dire. Les forces de l'ordre, depuis 1 an et demi, sont consultées pour faire remonter ce que vous dites. Encore une fois, je vais les voir très souvent, je sais comment ça se passe sur mon territoire, quand ils courent toujours après le même, et voilà, ils ont l'habitude des mêmes locataires. Oui, ça ne va pas. J'aimerais vous croire. Mais attendez. J'aimerais croire que vous allez appliquer le programme du Rassemblement National. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que je dis. Le constat, les peines planchées, les prisons, la perpétuité réelle, très bien, tout à fait, les difficultés que rencontre tant en matière, encore une fois, de matériel, d'outils. Il y a besoin d'une numérisation croissante. C'est une partie du problème. Et effectivement, que la justice derrière leur permette aussi de faire correctement et paisiblement leur travail. La justice ne fait pas son boulot. Quant à la reconnaissance que les forces de l'ordre ont de notre part, évidemment, elle est entière cet après-midi. Christophe Castaner, encore une fois, l'a dit et redit dans l'hémicycle. Paul Vannier, on sent que la police a un levier en ce moment. Est-ce qu'elle peut se permettre d'aller dans la rue?
Mais en tout cas, bon, il y a le droit de manifester, il est constitutionnel. Dans notre pays, il a été bafoué ces derniers temps. Le droit de grève. Parce que des fois, la France Insoumise appelle à manifester. Donc je me demande si là, vous appelez les policiers à manifester. Je crois que ces revendications, elles sont transverses. Elles ne sont pas uniquement celles de policiers. Elles sont aujourd'hui celles de toute la fonction publique. Elles sont aujourd'hui de tous ceux qui travaillent. Elles ressemblent à celles des Gilets jaunes ? Bah oui, c'est une augmentation finalement d'un pouvoir d'achat qui s'améliorerait. C'est d'un certain point de vue une exigence d'une meilleure répartition des richesses. Vous savez, on a appauvri beaucoup de catégories de notre population et les fonctionnaires notamment l'ont été durement depuis le gel de ce point d'indice. Moi, quand je regarde les revendications des policiers, monsieur du Front National se fait leur porte-parole mais ne revient pas à ce que eux disent. Non, j'essaie de compléter. Vous avez une vision qui parlait que de fric de leur salaire et réductrice. Des moyens pour faire leur métier. Je crois qu'il faut les entendre. Visiblement, il faut entendre tous ceux qui aujourd'hui font des demandes qui sont encore malheureusement méprisées par le gouvernement. Mais il n'y a pas de mépris, et puis ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la situation de fait aujourd'hui ne résulte pas que des 18 derniers mois, que vraiment sûr, mais on a dans une la continuité, madame, votre politique est la même que celle de votre prédécesseur. Voilà pourquoi elle est rejetée. Mais non. Les Français n'en veulent plus. Ils ont exprimé en 2017 ce besoin de renouvellement qu'un temps vous avez incarné, mais ils se rendent compte de l'arnaque qu'a été le macronisme. Je le reconnais, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sauf que le vase, il se remplit depuis 30 à 40 ans. Alors oui, vous allez être victime de la vague dégagistes à votre tour. Je crois que vous êtes arrivé au bout de l'illusion macroniste. Ce sont les urnes seulement qui décident de ça. Sauf qu'en 18 mois, oui, on a été conscient justement de l'urgence de notre société. On a voulu faire les choses vite, peut-être très vite, peut-être trop vite. Alors, oui, l'ISF, vous l'avez tout de suite supprimé. Oui, alors si vous voulez, le CICE, vous l'avez doublé 40 milliards d'euros pour les entreprises du CAC 40. Alors, c'est très simple. Vous êtes allé très vite et en même temps, vous avez appauvri les Français. Si vous voulez pas m'écouter, effectivement, ça ne va pas le faire. Je vous réponds. Non, vous m'entendez, mais vous m'écoutez pas. L'ISF, on le dit, on le redit. Vous le défendez. Je le défends. J'ai 2 points. C'est triste. La première chose, c'est le pari. Mais attendez, laissez-moi m'expliquer. La première chose, c'est qu'on fait le pari qu'effectivement, ça permet, merci monsieur, de réinvestir de l'argent dans l'économie. Le but, c'est que les gens aient du travail. Notre société crève d'un chômage. Aucune étude économique qui valide ce que vous dites. Si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, justement, je viendrai au deuxième point. Donc, le pari qu'on fait, c'est que les investissements soient remis dans l'économie pour porter les emplois. Deuxième chose, on l'a dit avec le salaire et l'emploi des Français. On l'a dit, on l'a redit. En septembre, parce que ça a été mis en place juste en janvier, donc on est un petit peu désillusionné, en janvier 2018. En septembre 2019, on va faire effectivement cette étude pour voir très simplement si le pari qu'on a fait de réinjecter tout cet argent dans l'économie est payant. Si on s'est trompé, on le saura. Blandine Brock, Paul Vanier, Franck Aizo, vous restez bien entendu avec nous dans le Grand JT qui continue. La deuxième partie de ce débat, c'est à suivre tout de suite et on va parler du cafouillage cet après-midi du gouvernement. A tout de suite. Et bienvenue dans la deuxième partie de ce Grand JT. Le débat entre la crise des Gilets jaunes et celle des policiers. L'exécutif est décidément sous pression. Difficile dans ces conditions de garder le cap. Alors vous vous souvenez très certainement des mesures annoncées, c'était au mois de novembre par le Premier ministre. Il y avait par exemple l'extension du chèque énergie à 2 millions de nouveaux bénéficiaires, le relèvement du barème kilométrique. Eh bien ces mesures ont finalement été annulées. C'était dans l'après-midi avant d'être maintenues ce soir. Alors peut-on parler de cafouillage? Le gouvernement sait-il encore où il va? On en parle tout de suite avec Blandine Brocard, députée de la République En Marche du Rhône, Paul Vanier, porte-parole de la France Insoumise, Franck Alizio, vice-président du groupe RN au Conseil régional PACA. Et puis nous sommes en duplex de Senlis avec Benoît, un gilet jaune, il est au micro de Valérie Acnin. Alors le gouvernement, sait-il encore où il va? Évidemment qu'on sait où on va. Le cap qu'on tient depuis 18 mois, il est maintenu. Il est maintenu, ce cap-là. C'est pas de le dire avec aplomb ce soir. On sait écoutez, c'est ce que je viens de faire, exactement. C'est pour ça que je vous pose la question. Tout à fait. Ce cap, il est maintenu. À 16h, je donnais une info totalement différente. Je suis persuadée. Alors, mais il y a 2 choses. Le cap qu'on tient depuis 18 mois, on le maintient. On est persuadé, plus que jamais, que les premières séries de mesures qu'on a prises, qui commençaient avant justement la crise des Gilets jaunes, appelons-la comme ça, à produire des effets au niveau international et même au niveau national. Ce cap-là, il est bon. Le cap, c'est le même, il y a juste une accélération, si je comprends bien, c'est ça. Alors, dont acte, je l'ai reconnu tout à l'heure, on a peut-être été trop vite, on a fait un étalement dans le temps de certaines mesures, par
par exemple la suppression de la taxe d'habitation en 3 fois, et les gens avaient besoin d'être aidés tout de suite. Donc le cap, on le maintient. La voilure, on peut la réduire effectivement, parce que il faut entendre ces revendications. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de me chauffer. Ça, ce sont des urgences. Donc il faut répondre à ces urgences, mais le cap, il est maintenu. Oui, encore une fois, on a 30 à 40 ans de politique, de renoncement de gauche, de droite. Là, on commence à mettre en œuvre, nos mesures commencent à produire leurs effets et elles vont dans le bon sens. On va prendre la direction de Senlis dans un instant avec la réaction de Benoît, notre gilet jaune. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre sentiment, Paul Vanier. Oui, c'est vrai, le cap est maintenu. Les retraités vont continuer à s'appauvrir puisque les pensions ne seront pas indexées sur l'inflation. Ceux qui toucheront l'augmentation de la prime d'activité, finalement, se paieront eux-mêmes cette hausse puisque c'est l'impôt qui va payer et non pas les entreprises. Des emplois vont être détruits. Ces heures supplémentaires qui vont être défiscalisées, ça n'est pas moi, c'est l'OFCE qui annonce que cette mesure détruira 61 000 emplois jusqu'en 2021. Donc oui, le gouvernement poursuit dans sa politique qui ne sert qu'une poignée, que l'intérêt des plus riches dans ce pays, et l'opération d'enfumage se poursuit. Le Premier ministre s'est exprimé, il a été contredit par le président de la République. Aujourd'hui, le gouvernement lui-même est en train manifestement de s'enfumer et on nous annonce cette grande opération de concertation dans laquelle on ne sait pas au fond qui décidera, mais on a bien compris une chose. Tous les sujets importants, l'ISF, le CICE, tout ça n'est pas... Sébastien Chenu a parlé d'amateurisme. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et il est gentil. C'est la cacophonie, c'est le cafouillage permanent. Alors oui, si la voiture garde le cap, alors elle fait des embardées, elle fait des tonneaux, elle cale. Enfin, ça ressemble plus à rien. Elle prend en compte effectivement aujourd'hui normalement qui arrivent au fur et à mesure. C'était le grand jour. Visiblement, personne n'en parle tellement que c'est passé en. Mais pas un peu trop dur avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, ça devait être la grande concertation du président de la République. Mais où? Mais enfin, depuis quand on se met à concerter en plein milieu du truc pour parler de sujets qui ne sont pas ceux sur lesquels il faudrait changer de cap. Le véritable cap que vous maintenez aujourd'hui, c'est celui de la hausse d'impôts, c'est celui de l'immigration massive. Vous êtes allé signer le pacte de Marrakech. Franchement, tous les grands pays du monde se sont désengagés de ce pacte, sauf nous. Bon, il y a bien une raison pour laquelle ils se sont désengagés de ce pacte. On a maintenu. Pourquoi essayez-vous d'instiller comme ça? Mais si ce pacte n'est pas contraignant, comment ça se fait que les États-Unis, que l'Australie, qu'Israël, que 16 pays européens sur les 30 nous ne sommes pas obligés de nous aligner derrière les États-Unis. Vous savez, la France est souveraine. Mais c'est ce que vous dites. Évidemment que ce pacte est la première marche vers un droit de l'immigration opposable. Chacun vous pointez du doigt effectivement certains faits et qui sont faux. Revenons par exemple aux retraités. Moi, je reviens sur les retraités. Vous dites qu'on continue de les matraquer. De les appauvrir. Vous oubliez tout simplement que le président de la République a changé effectivement le niveau de retraite à partir duquel le taux de la CSG... Est-ce que les retraites augmenteront l'année prochaine ? Non, alors que l'inflation augmentera, elle. Allez, tous les retraités des gilets jaunes, s'il vous plaît. Ne dissimulez pas les choses. Allez, on prend sans plus tarder la direction de Senlis avec Benoît qui est notre invité en duplex. Merci d'être avec nous. Vous êtes aux côtés de Valérie Eknin pour CNews. À Benoît, que pensez-vous aujourd'hui des mesures finalement maintenues par le gouvernement ? Oui, bonsoir. Les mesures qui sont maintenues, on entend toujours parler de cap, on garde le cap, on vous entend, voilà, c'est ce qu'on entend tout le temps. Ça fait quand même un mois que ça dure, un mois qu'on est dehors, on n'est pas là pour le plaisir, on travaille. Moi j'ai des enfants, mes amis aussi. On dit les gilets jaunes, bon, derrière les gilets jaunes c'est des citoyens. Et au bout d'un moment, c'est bien de nous entendre, mais il faut agir. Donc garder le cap, c'est bien, mais il faut aussi voir ce qui se passe dans le pays, quoi. Certes, tout n'est pas la faute à Macron, même si c'est lui qui a fait déborder la goutte d'eau. Mais là, il faut agir. Il faut arrêter de parler de cap. On n'entend que ça à la télé. Le cap. On vous entend. Maintenant, il faut bouger. Benoît, justement, Blandine Brocard, députée de la République En Marche du Rhône, a une question pour vous. Monsieur, bonsoir. J'entends peut-être que le cap, ça ne vous suffit pas. Mais j'ai dit, au-delà du cap, que
justement le gouvernement et les députés, j'en suis une, non seulement on entendait, mais on comprenait. On a été trop vite, trop loin, trop fort. Moi, la question que je vous pose, c'est on a quand même essayé d'avancer sur un certain nombre de mesures. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase des 30 à 40 dernières années, c'était cette fameuse taxe carbone. On est revenu dessus pour l'année 2019. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Donc l'abandon de la taxe carbone, une prime exceptionnelle défiscalisée, des heures supplémentaires qui sont sans impôt ni charge, effectivement le taux de CSG, on vient d'en parler en ce qui concerne les retraités, une prime d'activité. On va lancer parce qu'on comprend, on entend, et je suis vraiment très favorable à ce qu'il y ait une grande concertation, un grand débat national. Quelles sont aujourd'hui vos demandes ? Alors, je vous entends parler donc des mesurettes. Moi, je vais appeler ça des mesurettes du gouvernement. On va parler donc de la CSG pour les retraités. Bon, c'est bien parce que je pense que une personne qui a travaillé toute sa vie, moi, je trouve pas ça normal qu'elle doit reprendre un autre travail pour pouvoir vivre décemment. Après, on va parler de l'autre mesurette, la deuxième, concernant la hausse du SMIC, parce que ça a été vendu comme ça, comme Monsieur Macron nous l'a vendu. C'est pas une hausse du SMIC déjà, c'est la prime pour l'emploi. Moi personnellement, dans ma situation, j'en verrai pas la couleur. Ça va être quoi ? Ça va être 50% des smicards, comme on le dit si bien, qui vont en profiter. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mesurette ? L'annulation de la hausse de la taxe carbone, oui, pour 2019. Donc qu'est-ce qu'on va pas nous la remettre ? Mais en attendant aussi, l'essence, elle avait augmenté avant cette fameuse hausse. Donc elle est là, l'essence, là, on la paye toujours aussi cher. Le diesel qu'on nous a vendu pendant des années, acheter du diesel. Donc pour moi, c'est rien. Vous avez rien fait. Et oui, j'allais oublier les primes d'entreprise. Vous attendez ? C'est très bien. Moi personnellement, je pourrais avoir 200 €. Je vais pouvoir avoir 200 €, moi, c'est bien, mais c'est une prime. Et une prime, c'est là. Faut pas croire qu'on l'aura tous les ans, celle-là. Nous, on veut du pouvoir d'achat, donc il faut baisser les taxes. Et ça, je pense qu'on le dit assez, baisser les taxes. C'est pas compliqué. L'électricité, les autoroutes, le gaz, les loyers. Moi, je suis papa de 2 enfants, séparés en garde alternée, je peux pas me loger. Donc c'est pas normal. Et je pense que je suis pas à plaindre, il y a pire que moi. Donc c'est ça qu'il faut, du concret. Est-ce qu'il peut y avoir un retour de bâton pour le gouvernement dans les prochaines semaines ? Je crois qu'il est déjà, parce qu'au fond, toutes les annonces que M. Macron a annoncées, elles sont censées entrer en vigueur au mois de janvier. Alors peut-être certaines au mois de juillet, on nous le dit déjà, mais au mois de janvier, les Français vont constater qu'au bas de leur fiche de paye, leur situation n'aura pas changé. C'est le moment où cette pseudo-grande concertation s'ouvrira, et je crois que c'est le moment où finalement les choses le prélèvement à la source, donc elle aura changé forcément. Dans leur réalité crue. Et ce mouvement des Gilets jaunes, certains espèrent qu'il se soit essoufflé. Je ne le crois pas. Je crois que la détermination est forte et qu'il va revenir très fort. Compliqué de ne pas être d'accord avec monsieur quand il parle de mesurette, évidemment. Mais c'est une proposition des Gilets jaunes, mais c'est aussi une proposition qui est celle de ma famille politique depuis 1986, donc juste 30 ans. C'est le fameux référendum d'initiative citoyenne. À un moment donné, donnons la parole aux Français. Voilà, donnons la parole aux Français par cet outil constitutionnel qui leur permettra de prendre la parole et de s'exprimer enfin sur les sujets interdits. Voilà, la fiscalité, les impôts, c'est un sujet sur lequel ils ne peuvent pas décider. On va poser la question du grand débat national. Sur l'Europe, c'est un sujet qui est devenu interdit, l'Europe. Eh bien, on le posera. L'immigration, c'est un sujet interdit. Eh bien, on posera la question de l'immigration via le référendum d'initiative citoyenne. La politique pénale, tout le quotidien des Français. Du côté de Senlis, on a beaucoup entendu parler de l'ISF ces dernières semaines. Et cette fois-ci, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est ce qui pourrait faire que tout bascule et que vous commenciez justement à négocier avec le gouvernement. Oui, bien sûr, je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. Je pense, c'est ce que tous les gilets jaunes, et bon, le peuple avant tout, parce que les gilets jaunes, je le répète encore, c'est le peuple, c'est pas 10 000 personnes, comme Monsieur Castaner le dit. 10 000 personnes, je trouve que ça fait beaucoup de bruit quand même. 10 000 personnes sur un pays de 65 millions. Donc voilà, le RIC, c'est bien dans le sens où on peut donner la parole au peuple. Il y aura pu voter des lois en catimini en pleine période de vacances ou la nuit. Voilà, le peuple qui donne un peu sa parole, son accord, que ça soit sur l'Europe, sur
sur l'immigration, sur les lois travail, sur toutes ces choses-là. Il y a tellement de choses où le peuple, il faut qu'il parle. C'est le peuple, il a envie de participer. C'est pas comme une assemblée vide, comme on la voit tout le temps. À quoi ils servent? Ils sont pas là. Ils dorment, ils sont pas là. À quoi ils servent? Le salaire qu'ils ont, moi je veux bien faire le boulot. Hein. Pour rester derrière, à dormir ou jouer à Candy Crush en pleine assemblée, moi je veux bien le faire. Donc il faut donner un peu la parole au peuple. La réponse de Blandine Brocard. Oui, trois choses, monsieur, si vous permettez. Tout à l'heure, vous avez évoqué des mesurettes. S'en sont peut-être pour vous, il n'empêche, c'est un certain nombre de points qui, au départ, encore une fois, ont cristallisé les revendications de certains gilets jaunes. C'est la première chose. Vous revendiquez un pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec vous. Le pouvoir d'achat que vous revendiquez, on le travaille depuis 18 mois parce que ça veut dire avoir du boulot, de l'emploi. Et l'emploi, ce ne sont pas par des mesurettes. Je suis d'accord. J'ai dit que c'était des mesures d'urgence. Mais c'est l'école. Effectivement, quand on dédouble les classes de CP, c'est pour permettre à chaque enfant, même dans les quartiers les moins favorisés, d'avoir accès à l'éducation et du coup d'avoir un bon boulot. C'est de favoriser, par exemple, l'apprentissage, une voie qui a été mise de côté alors qu'elle permet d'avoir un vrai travail. C'est de favoriser la formation tout au long de sa vie professionnelle. Donc d'un côté, il y a des mesures d'urgence qui peut-être ne vont pas assez loin pour vous, mais parce qu'on vous a entendu quoi que vous pensiez. Et de l'autre côté, eh ben, on travaille, oui, alors c'est ce qu'on appelle le cap, mais des réformes de fond, structurellement parlant, qui n'ont jamais été prises ces derniers temps. Deuxième chose, quand même, je voudrais revenir sur l'antiparlementarisme, quand même, dont il a été question. Non, on ne dort pas. Non, l'hémicycle n'est pas vide. Alors peut-être, effectivement, c'est ce que vous voyez. Sauf que l'hémicycle, c'est la partie visible de l'iceberg. Quand on n'est pas dans l'hémicycle, on est en commission, en groupe de travail, en groupe d'études. On est dans nos circonscriptions. Et alors, quand vous dites, en revanche, il y a un point sur lequel je vous rejoins, quand vous dites la nuit, alors c'est pas pour les passer en catimini, mais oui, effectivement, les lois qu'on passe, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Vous savez quoi? Il est prévu qu'on siège jusqu'à 8h du matin toute cette nuit. Mais oui, non, mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites quand même, et je voudrais remettre les choses juste à plat. Une minute, s'il vous plaît. Paul Vanier, les députés de la France Insoumise aujourd'hui ont présenté un projet de loi qui vise à inscrire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Et ce projet de loi, d'ailleurs, est consultable sur notre site et nous appelons tous les Français, toutes les Françaises à coécrire avec nous ce projet qui sera déposé au mois de février. Nous considérons, nous, à la France Insoumise, que la souveraineté revient au peuple, que le peuple, c'est la solution, qu'il doit être le plus régulièrement possible consulté et que, ainsi, par son bulletin de vote, de façon tout à fait pacifique et démocratique, il est possible de trancher les grandes questions qui intéressent le pays. Rapidement, Benoît, est-ce qu'il va y avoir un mouvement ce samedi? Est-ce que quelque chose est prévu à Senlis? Mais bien sûr que ça sera samedi. Ça sera pas que samedi, hein, parce que on entend à la télé que le mouvement va s'étouffer. Il s'étouffe pas du tout. Je vais juste dire une chose pour clôturer. Monsieur Macron et les gouvernements précédents ont réussi à mettre le peuple dans la rue. Avant de faire entrer le peuple à la maison, il va y avoir de la route, et il va y avoir des choses à faire, et il va falloir modifier le cap. Si Benoît d'avoir été en direct avec nous, merci également à Valérie Aknin. Juste une dernière chose, un dernier conseil. Toute politique économique est vouée à l'échec si on ne protège pas nos emplois et nos entreprises de la concurrence déloyale. À un moment donné, on aura beau mettre tout l'argent qu'on veut, si ça part à l'étranger, si c'est consommé avec des produits étrangers, ça ne sert à rien. Il faut faire du Trump, protéger. Il faut oui, du protectionnisme intelligent. Du protectionnisme intelligent. Voilà. Mais sinon, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Tout de suite, les voix de l'info avec Sonia Mabrouk. Excellente soirée.